Mohamed Idriss Déby Itnou, président de la République du Tchad. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu dont les deux hymnes nationaux ont été joués. Une séance d'entretien a été tenue entre les deux leaders. Les explications tout de suite. Une séance d'entretien a été tenue hier à la nouvelle ville d'Al Alamein, au cours de laquelle le président El-Sisi a accueilli le président tchadien en tant qu'un cher invité de l'Égypte, soulignant la profondeur des relations historiques étroites qui unissent les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que le souci de l'Égypte d'apporter son plein soutien à ses frères au Tchad à tous les niveaux, à travers le transfert et le partage des expertises égyptiennes dans les domaines du renforcement des capacités et des cadres tchadiens, dans divers secteurs de développement tels que l'énergie, l'infrastructure, la santé, l'éducation, l'agriculture et l'élevage, en plus de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, compte tenu du grand intérêt que l'Égypte attache à assurer la sécurité et la stabilité au Tchad. Pour sa part, le président Mohamed Idriss Déby a salué les relations étroites et étendues entre les deux pays, en mentionnant la volonté de son pays de développer la coopération avec l'Égypte dans les différents domaines, saluant le soutien que l'Égypte a apporté au Tchad au cours des dernières décennies, en maintenant les efforts du peuple tchadien pour parvenir au développement, notant la volonté commune entre les deux pays de réaliser un saut qualitatif dans la voie de la coopération bilatérale dans divers secteurs, valorisant le rôle des institutions et des entreprises égyptiennes actives au Tchad, notamment en matière de soutenir le processus éducatif et culturel tchadien et les projets d'infrastructure, outre l'activité de la mission d'Al-Azhar au Tchad. Les deux dirigeants sont convenus d'activer le travail de la commission mixte entre les deux pays autant que possible pour mettre en œuvre ce qui a été convenu et accélérer la mise en œuvre des projets de coopération conjointe de manière à réaliser les intérêts des deux peuples. Au cours de la réunion, un certain nombre de questions africaines d'intérêt commun ont également été abordées, surtout les développements actuels au Soudan, la sécurité dans la région africaine du Sahel et le renforcement de la coordination concernant le rôle de la communauté sahélo-saharienne. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que les discussions ont été témoins d'une convergence de vues entre les deux pays concernant la nécessité d'un cessez-le-feu au Soudan, d'une manière qui défende les intérêts supérieurs du peuple soudanais, qui paye le prix des combats en cours, tout en souffrant d'une crise humanitaire qui s'aggrave et qui nécessite une intervention urgente pour l'atténuer. De même, la réunion a abordé le soutien des deux pays à tous les efforts visant à parvenir à la stabilité de la Libye et à renforcer la sécurité dans la région du Sahel face aux menaces terroristes persistantes. En fait, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé hier la réunion du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al Alamein afin d'examiner nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux et la mise en œuvre de manière optimale et en temps approprié des directives présidentielles. La réunion a porté également sur le contrôle des marchés, la fourniture de produits alimentaires, la poursuite de la mise en place de différents projets nationaux. Des dossiers liés, entre autres, à l'enseignement, à la santé et quand même au développement intégré, aux investissements, mais aussi aux industries, ainsi qu'aux impôts ont été également examinés. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré hier que les tranches de population à faible et moyen revenu resteraient subventionnées en matière d'électricité, soulignant que l'État n'entend pas supprimer les subventions, mais simplement réduire les déficits pour assurer l'équilibre budgétaire. Il a ajouté lors d'une conférence de presse que le ministère de l'électricité ne dispose que de 4 milliards de livres égyptiennes alors qu'il doit payer mensuellement 16 milliards au ministère du pétrole. C'est l'État qui prend en charge de rembourser la différence. Au cours de cette conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue à la nouvelle Alamein, le Premier ministre a rappelé que l'État paye quotidiennement 450 millions de livres pour soutenir le secteur du diesel. Il a précisé que l'État continuera à mettre en œuvre de nouveaux projets énergétiques pour résoudre le problème d'été 2025. Le gouvernement entend mener à bien de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Il a indiqué que la production de pétrole brut en Égypte avait atteint 650 000 tonnes avant de diminuer à 550 000 tonnes, tout comme pour le gaz.
Il a ajouté que la diminution de la dette égyptienne, l'augmentation des réserves et la hausse des réserves des banques égyptiennes à l'étranger sont des indicateurs du succès de la gestion économique du pays. Selon lui, l'État doit réduire le volume de sa dette, tant externe qu'interne, et accroître la contribution du secteur privé aux investissements publics. Il a insisté sur le fait que l'État s'est engagé à rembourser ses dettes et n'a d'ailleurs pas tardé à le faire, au rebours de certains pays qui ont annoncé leur incapacité à honorer leurs dettes en raison de difficultés économiques. Il a ajouté que des taux de chômage en Égypte étaient élevés, atteignant 6,7%, et que l'objectif était de les réduire pour le billet d'investissement dans le pays, affirmant que l'État avait réussi à diminuer le chômage de manière significative. Le Premier ministre a affirmé que l'Égypte ne vend pas ses actifs, mais implique le secteur privé dans leur gestion pour générer des revenus supplémentaires pour l'État. Après sa participation à l'investiture du nouveau président iranien, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelhati, s'est rendu au Qatar pour des discussions politiques avec le Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, la visite de M. Abdelhati au Qatar s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales qui ont connu ces dernières années d'un grand élan et dans le cadre de la coordination entre les deux pays dans nombre de dossiers régionaux, en particulier la guerre à Gaza. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné lundi que la sécurité, la stabilité et l'intégrité de la Libye faisaient partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Le docteur Badr Abdelhati s'est exprimé lors d'une réunion tenue au département de Libye du ministère, dans le cadre de son souci de communiquer directement avec tous les secteurs du ministère, de prendre connaissance de l'évaluation par le responsable des questions de leurs spécialités respectives. La réunion a examiné le développement en Libye, les efforts pour aider les frères libyens à réaliser une stabilité durable, de manière à préserver l'unité, la sécurité et la stabilité de la Libye, outre le parcours de relations entre l'Égypte et la Libye et leur peuple frère, ainsi que les conditions de la communauté égyptienne dans ce pays arabe, selon les déclarations faites par Ahmed Abouzid, le porte-parole du ministère et directeur du département de diplomatie générale. À la une donc de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, dans le monde des chiffres égyptiens, ce sont les déclarations faites par le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Khatib, qui a confirmé hier que la stimulation des investissements et l'exportation représentait l'un des principaux moteurs de politique monétaire, financière et d'investissement, quand même commercial de l'État au cours de la période à venir. Il a affirmé devoir rétablir une coordination entre les autorités concernées pour atteindre l'objectif de l'État d'augmenter les exportations de marchandises, et ce, lors d'un entretien avec les membres du côté égyptien au Conseil d'affaires égypto-chinois. L'entretien a porté sur les moyens de promouvoir la coopération égypto-chinoise dans les domaines commerciaux et d'investissement. Le Khatib a souligné l'importance d'approfondir les relations d'investissement et commerciales avec la Chine, étant une partie du plan de l'État visant à l'intégration de l'économie égyptienne dans les chaînes de valeur mondiale en facilitant les procédures d'importation de biens intermédiaires puis d'exportation de produits finaux et en bénéficiant de l'intérêt croissant du monde des affaires chinois pour le transfert de nombreuses industries en Égypte. Quant à la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, elle a mis l'accent sur l'importance de stimuler l'industrie verte et de réduire le taux de pollution, tout en faisant face aux effets néfastes du changement climatique. Madame la ministre a également mis l'accent sur la nécessité de respecter les obligations internationales et de promouvoir les projets industriels afin d'exporter les industries égyptiennes sur les marchés mondiaux. Les déclarations de Mme Fouad ont été faites lors de sa participation à l'inauguration d'une conférence intitulée « L'industrie et l'environnement pour un développement vert » organisée par le ministère dans la nouvelle capitale administrative lundi. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Mme Machat, a assisté à la conférence
Madame Fouad a déclaré que son ministère agissait pour mettre en œuvre la directive du président Fattah al-Sisi concernant la construction de l'être humain à travers l'introduction de mécanismes de technologie verte en plus de la fourniture d'opportunités d'emploi. Al-Manchat a mis l'accent sur les relations profondes et solides entre le développement industriel et le développement humain. D'autre part, on trouve que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le versement de la troisième tranche d'un prêt d'une valeur de 820 millions de dollars à l'Égypte. Il s'agit de la troisième révision de l'actuel programme de prêt de 8 milliards de dollars du mécanisme de financement élargi FEP. D'après un communiqué du FMI, les indicateurs macroéconomiques en Égypte ont commencé à s'améliorer depuis l'approbation des premières et deuxièmes revues du programme en mars dernier. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Kalim Badawi, a signé un accord visant à injecter de nouveaux investissements pour poursuivre les opérations de développement, augmenter les taux de production et étendre la zone de recherche et d'exploration dans le golfe de Suez, avec un investissement total d'environ 120 millions de dollars. L'accord qui a été signé en présence de représentants de quelques compagnies égyptiennes comprend l'engagement de forer 9 puits, dont 3 puits d'exploration, afin d'accroître les travaux d'exploration, ce qui contribuera à augmenter la production d'environ 21 000 barils de brut par jour à 26 000 barils de brut par jour. L'Égypte dispose d'un marché prometteur mais aussi attractif pour l'investissement en matière d'énergie solaire, étant donné qu'elle bénéficie de potentialités énormes dans ce domaine. Dans ce contexte, le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a publié une nouvelle analyse sur les principaux facteurs de l'énergie solaire en Égypte et les efforts du pays pour implanter l'industrie des panneaux solaires. L'analyse porte également sur le rôle de ce type d'énergie dans la transition à l'énergie durable et les principaux marchés mondiaux du secteur de l'énergie photovoltaïque. L'analyse aborde la croissance de ce secteur ces dernières années, boostée par la hausse de la demande en énergie propre et par la vision de l'Égypte 2030 pour la transition en énergie renouvelable. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a effectué une visite d'inspection au Grand Musée égyptien, au cours de laquelle il a suivi les derniers développements des travaux. Le ministre a été accompagné lors de cette visite du professeur Yumna Bahir et d'autres hauts responsables. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à Hassan Maghrabi qui va vous présenter ce commentaire. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a commencé la visite en inspectant la zone de l'obélisque suspendu du roi Ramsès II, où il a écouté une explication détaillée du général de division Atif Mouftah sur cet obélisque, l'histoire de son transfert et l'idée de son placement au musée. L'obélisque porte le nom du roi, indiquant que celui-ci montre l'ingéniosité des anciens Égyptiens dans la conception et la sculpture d'antiquité. Ensuite, le ministre a inspecté la salle d'entrée où il a souligné l'importance de cette zone pour enrichir l'expérience touristique du musée, notamment à la lumière de ce qui se reflète dans la taille et le niveau de fréquentation des visiteurs et touristes égyptiens et étrangers. Le ministre a souhaité connaître le parcours de visite du musée et veiller à ce que ce parcours soit doté de tous les services nécessaires pour faciliter le déplacement des personnes ayant des besoins spéciaux. Il a également inspecté la salle centrale de contrôle et de surveillance du musée qui comprend 11 sous-salles liées à tous les systèmes du musée. À travers une présentation, les mécanismes de flux de travail dans cette salle ont été revus en mettant en évidence des systèmes de sécurité technologique du musée ainsi que les systèmes liés à l'expérience du visiteur. Cette salle dispose d'un contrôle de sécurité complet pour le musée et les artefacts qu'il contient, car elle représente une base d'informations intégrée, soutenue par l'audio et la vidéo, ce qui permettrait un changement qualitatif dans les systèmes de protection de sécurité pour tous les bâtiments et installations du musée qui y sont rattachés, ainsi que le contrôle de toute violation pouvant survenir à l'intérieur du musée.
Dans ce contexte, le ministre a salué le niveau de développement des services fournis par la salle de contrôle centrale située dans le musée et son rôle dans l'intégration et la liaison de tous les systèmes de travail du musée, notamment en ce qui concerne les systèmes technologiques et de sécurité. Toujours dans le domaine du tourisme et des monuments, on trouve que dans le cadre de la politique menée par le ministère du Tourisme et des Antiquités, visant à organiser de nombreuses expositions archéologiques temporaires à l'étranger afin d'être une fenêtre permettant à tous les peuples du monde de découvrir l'ancienne civilisation égyptienne, Dr Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a inauguré l'exposition intitulée « Au sommet de la pyramide, la civilisation de l'Égypte ancienne » au musée national de Shanghai en Chine. L'exposition a témoigné un afflux sans précédent avec 12 000 visiteurs dès le premier jour de son ouverture. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, a commencé la visite en inspectant la zone de l'obélisque suspendu du roi Ramsès II, où il a écouté une explication détaillée du général de division Atif Muftar sur cet obélisque, l'histoire de son transfert et l'idée de son placement au musée. Passons au pays, ou plutôt jetons un coup d'œil sur les trésors d'Assouan. Découverte inédite des inscriptions et des stèles de l'Égypte antique sous les eaux du Nil. Avec plus d'explications, les sables et les terres d'Égypte ne sont plus les seuls à contenir des secrets. Sur la civilisation égyptienne antique, le Nil renferme encore beaucoup de secrets. Lui aussi cache sous ses eaux certaines pages de l'histoire égyptienne, comme en témoigne une récente découverte archéologique annoncée par la mission archéologique égypto-française ces dernières heures sur l'île de Konsou, dans le gouvernement d'Assouan. La mission archéologique conjointe franco-égyptienne, composée du Conseil suprême des Antiquités, de l'université Paul Valéry Montpellier, ont fait une découverte inédite dans les eaux du Nil à Assouan, près des îles de Philae et de Konsou. Cette mission archéologique a découvert des stèles et des inscriptions, mais aussi des mini-portraits de rois du Nouvel Empire, Amenhotep III, tome 6, 4, et Psématique 2 et Apprise. Ceci durant le projet d'apprentissage topographique archéologique effectué pour la première fois sous les eaux du Nil à Assouan pour étudier les inscriptions rocheuses découvertes dans les années 1960 entre le réservoir d'Assouan et le haut barrage lors de la campagne de sauvetage de monuments de la Nubie avant la construction du haut barrage. L'Égypte vise à augmenter la capacité des aéroports à plus de 109 millions de passagers par an d'ici 2030. Avec plus d'explications, le ministère de l'Aviation civile, Samah El-Hifni, a annoncé son objectif stratégique d'atteindre les 20 millions de passagers par an d'ici la fin 2030, selon un communiqué publié lundi sur la page officielle du Conseil ministériel. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre a affirmé que 66,27 millions de passagers sont passés par les aéroports égyptiens en 2023 et a réaffirmé la volonté d'augmenter ce chiffre pour atteindre 72,2 millions de passagers en 2025. Le ministère œuvre à renforcer les partenariats stratégiques afin d'attirer davantage d'investissements directs et étrangers dans le secteur de l'aviation civile grâce à la création de zones d'investissement autour des aéroports égyptiens, d'autant plus que le ministère tient à respecter les normes écologiques dans le cadre de la vision de l'État égyptien vers la transition à l'économie verte et vers un système d'aviation plus durable, selon les annonces de M. El-Hifni. Dans ce contexte, le gouvernement égyptien envisage de construire un nouveau terminal à l'aéroport du Caire d'ici 2027, dans le but d'accueillir jusqu'à 30 millions de passagers supplémentaires par an, selon le communiqué du Conseil des ministres le 15 janvier dernier. Donc c'est avec ces dernières informations, nous devons ramasser nos affaires et vous dire merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi dans le programme sur votre chaîne d'Inter International. Au revoir.